Donc, d'accord. Oui, vous pouvez commencer. Donc moi, je suis donc je suis chirurgien à l'hôpital Saint-Louis et, et la Rivoisière. Et donc aujourd'hui, on est parce que c'est un propose ce plan qui va être de dire un petit mot d'histoire en fait sur la chirurgie mini-invasive, de définir un peu ce que c'est la chirurgie mini-invasive, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de chirurgie mini-invasive, et puis de traiter en deux parties. Une première partie, la place de la chirurgie mini-invasive dans un contexte d'urgence, qui est assez développée pour certaines pathologies telles que l'appendicite, mais qui l'est moins pour d'autres. Par exemple, pour les syndromes occlusifs, on a des patients qui peuvent être en état hémodynamique instable et qui peuvent parfois être difficiles sur le plan technique. Et puis, le pan de la chirurgie élective, dans lequel on traitera le cancer du côlon, du rectum, de l'estomac et de l'œsophage. En me basant, je vous présenterai les principales études qui supportent l'utilisation de la laparoscopie dans ces indications. Trois sont plutôt en sa défaveur. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, plein d'autres indications à traiter, mais c'est un très très vaste sujet et j'ai sélectionné en tout cas déjà ça pour qu'on discute. Et ce que je vous propose, c'est qu'après, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir finalement dans quelle mesure vous en faites, dans quelles indications. Voilà, donc on va commencer comme ça. Donc, c'était juste pour un petit peu d'histoire, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir quand ça a commencé. Donc, la chirurgie mini-invasive, finalement, a un peu débuté avec l'exploration de la cavité abdominale par un chirurgien américain qui avait un doute diagnostique et qui a décidé de mettre une caméra optique pour voir ce qui se passait dans l'abdomen. Et en fait, les premières chirurgies, et la première chirurgie qui a été faite, c'est une chirurgie d'urgence, hein, c'est une appendicectomie, a été réalisée en 1981 par un Allemand. Alors, c'est pas si vieux que ça. Et ensuite, s'est développée la célioscopie pour la cholécystectomie, dont la première a été réalisée en France en 1987, avec des premières publications, des résultats d'une série de 63 patients en 1989, qui était en revanche là dans un contexte de lithiase vésiculaire non compliquée, donc hors situation d'urgence. Alors, quand on parle, comme je vous disais, de chirurgie mini-invasive, on parle de plein de types de chirurgie parce qu'il y a à la fois la chirurgie hybride laparoscopique, et c'est notamment le cas pour la chirurgie de l'œsophage, qui est une chirurgie qui est techniquement difficile et pour laquelle on réalise des abords hybrides avec le temps abdominal réalisé par célioscopie et le temps thoracique par thoracotomie. Et il y a la chirurgie totalement mini-invasive qui se fait soit par célioscopie ou laparoscopie, et la chirurgie robotique qui est actuellement en train de se développer parce que notamment elle permet de pallier à certaines limites et certaines difficultés techniques rencontrées en tout cas en chirurgie célioscopique. Donc, pour ce qui est de la situation de l'urgence, donc il y a quelques indications, hein, où en tout cas, nous, on fait beaucoup de célioscopie, et puis d'autres, on le fait moins. Et là, je vous présente, c'est assez intéressant en fait, hein, c'est un questionnaire, c'est ce qu'on appelle un survey qui a été réalisé par des chirurgiens américains sur une année 2021 et qui a rapporté le nombre de gestes réalisés par célioscopie en fonction des indications et qui, en fait, euh, on va dire, euh, caractérise les types de chirurgie qui sont faites en urgence. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les chirurgies qui sont le plus réalisées par célioscopie, avec une expertise et on va dire
une totale confiance du chirurgien, eh bien, c'est l'appendicectomie, puis la cholécystectomie, les célioscopies exploratrices aussi quand on a des doutes diagnostiques, et notamment par exemple chez la femme où ça peut régulièrement se rencontrer, d'avoir un doute entre une infection génitale ou une appendicite et où le diagnostic n'est pas très franc. Nous, ça nous arrive d'explorer au bloc opératoire ces malades pour lesquels on n'a pas de certitude diagnostique. Et puis après, viennent des chirurgies de sigmoïdes dans le cas de diverticulite opérée en urgence chez des malades qui peuvent être instables. Et par exemple, de faire des résections de brides chez les patients qui ont des occlusions sur brides. Et finalement, ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que les chirurgiens font finalement peu de chirurgie célioscopique, alors que ce sont des chirurgiens avérés quand il s'agit d'urgence, et que finalement, il y a moins de 20% des chirurgiens qui, sur une urgence chirurgicale de seconde main, vont tenter de réaliser cette chirurgie par célioscopie, ce qui est compréhensible au vu des difficultés techniques auxquelles on peut s'attendre. Et en fait, quand on interroge sur les facteurs qui limitent la réalisation de la célioscopie en urgence, eh bien, souvent, c'est, on va dire, la capacité du chirurgien, ses compétences, le fait que ce soit une chirurgie qui soit réalisée, par exemple, sur une garde, en fait, la nuit, et que ça va probablement prolonger l'intervention. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des facteurs qui sont limitants par le malade lui-même. Comme je vous le disais, finalement, les patients qui sont instables, on aura tendance à moins les opérer par célioscopie pour aller vite. Et voilà. Alors, ça, c'est un autre élément qui finalement relève le fait que les chirurgiens qui font le plus de célioscopie en situation d'urgence, qui encore une fois n'est pas la situation la plus aisée, eh bien, ce sont des chirurgiens qui sont expérimentés et qui ont souvent une expertise en chirurgie colorectale ou bariatrique, qui sont des chirurgies pour lesquelles on a largement développé l'abord célioscopique. Et donc, ce sont plutôt ce type de chirurgiens qui sont à même de réaliser et qui vont plus volontiers réaliser des chirurgies en urgence par voie célioscopique. Là, ceci, c'est une étude sur 10 ans qui a rapporté, c'est un registre national américain qui a inclus plus de 19 000 patients et qui rapporte le taux de chirurgie réalisée par célioscopie pour les 4 chirurgies, on va dire, réalisées le plus fréquemment en urgence. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, on évolue et qu'il y a une vraie progression du pourcentage de chirurgie en urgence réalisée pour certaines chirurgies, comme l'appendicite aiguë, où finalement actuellement plus de 90% sont réalisés, voire même plus, par voie célioscopique. La cholécystectomie, alors qu'on était à 72% dans les années 2006, est réalisée actuellement dans plus de 95% par voie célioscopique. Après, quand on passe dans certaines indications, comme la suture de la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, ce registre rapporte seulement 37% de gestes de chirurgie réalisés en urgence, ce qui finalement est assez peu parce que nous, dans le service, je crois que vraiment, c'est vraiment la majorité des malades, c'est vraiment de façon exceptionnelle qu'on réalisera une suture d'un ulcère perforé par la parotomie. Les raisons pouvant être éventuellement une difficulté d'accès si c'est un ulcère de la face postérieure et des difficultés à suturer. Mais globalement, en général, c'est une chirurgie qu'on arrive bien à faire par voie célioscopique. Et l'occlusion sur bride, finalement, qui, malgré le développement de la célioscopie, n'est pas réalisée, très peu réalisée en fait par voie célioscopique, puisque en 2017, dans ce registre, seulement 11% des chirurgiens déclaraient
enfin 11% des occlusions sur bride étaient réalisées par voie célioscopique. Alors, évidemment, hein, quand il s'agit d'occlusion du grêle, on a aussi la limite technique de la réalisation du pneumopéritoine avec un grêle qui est très distendu et qui rend assez difficile la manipulation et la bonne exploration. Et surtout, quand il s'agit de patients qui ont été multi-opérés, autant ça peut être simple de sectionner une bride unique chez un patient qui a été opéré d'une appendicectomie, par exemple, autant opérer un patient d'une occlusion sur bride qui a été multi-opéré, qui a un système adhérentiel complexe, ça semble finalement assez déraisonnable et surtout risqué de faire ce type de chirurgie par voie mini-invasive. Alors, dans cette étude, finalement, on rapporte en fait la morbidité associée à la voie célioscopique. Et donc, les 4 chirurgies qui ont été, hein, comme je vous disais, qui ont été étudiées, c'est l'appendicectomie, la cholécystectomie, la suture d'ulcère et la section de bride pour occlusion du grêle. Et ici, ils ont rapporté en fait les résultats post-opératoire, la morbidité post-opératoire des appendicites aigus. Ils ont comparé les 2 voies d'abord, célioscopique, donc qui est MES pour mini-invasive surgery, et open pour la laparotomie. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand l'appendicectomie est réalisée par voie célioscopique, on a globalement moins de complications post-opératoires avec moins de 4% de complications versus quasiment 12% dans le groupe de chirurgie ouverte, donc par Mike Burney essentiellement, et qu'il y a plus de réhospitalisation et de réadmission à l'hôpital et que la voie laparoscopique s'associe à une diminution de la durée de séjour des malades avec un taux de mortalité, même s'il est statistiquement significatif, comparable qui est inférieur à 1%. Alors après, il y a la limite quand même que probablement les malades qui sont opérés par laparotomie ou par voie ouverte, soit c'est des Mike Burney chez des patients qui sont très maigres, avec vraiment une douleur et ça peut être un Mike Burney facile, soit c'est des chirurgies ouvertes parce que ce sont des chirurgies compliquées. Donc c'est à analyser toujours pareil avec un petit peu de recul, sachant que là on n'a pas les caractéristiques complètes des malades. En tout cas, la voie laparoscopique, quand elle peut être réalisée, est associée à une diminution de la morbidité post-opératoire et à une diminution de la durée de séjour. Donc, c'est vraiment à privilégier quand on peut. Ensuite, pour ce qui est de la cholécystite, la cholécystectomie pour cholécystite aiguë, de façon comparable, en comparant donc, le groupe de patients opérés par célioscopie versus chirurgie ouverte, et ben, l'apport de la célioscopie, pareil, de façon significative, diminue le taux de complications général, passant de 24 à 4% avec l'abord laparoscopique. Il y a moins de réopérations, moins de réadmission à l'hôpital et pareil, une durée de séjour qui est diminuée par 2 quand la chirurgie a pu être faite par laparoscopie. Et il y a pareil, d'infections de parois, moins d'infections profondes quand la voie laparoscopique peut être réalisée, comme vous le voyez ici. Pour le syndrome occlusif du grêle, comme je vous disais tout à l'heure, la limite technique, c'est quand même la distension du grêle et, si vous voulez, la caractéristique le mécanisme en fait de l'occlusion. Parce qu'encore une fois, si c'est tout à fait faisable de faire une section de bride par laparoscopie, même si le grêle est un peu distendu, quand il y a une viscérolyse étendue à faire, le geste est techniquement difficile et peut exposer à des plaies du grêle qui peuvent être nombreuses. Et c'est d'ailleurs pour ça, finalement, qu'il n'y a que 11% des malades qui sont réalisés, qui sont opérés par voie laparoscopique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les malades bien sélectionnés ont pu bénéficier d'une chirurgie par laparoscopie, eh bien, c'est pareil, on a une diminution du taux de complications
global majeur, un taux de réopération qui est moins important, un taux de réadmission à l'hôpital qui est diminué, il passe de 3% à 0,4% et une durée d'hospitalisation qui passe, excusez-moi, je n'ai pas passé la 6,4 jours. De la même façon, quand la chirurgie peut être réalisée par accueillis en tout cas dans ce registre dont je vous présente les résultats. Et encore une fois, la durée de séjour, la durée d'hospitalisation est réduite de 2 avec un taux, et ça c'est assez aussi important à souligner, un taux comme vous le voyez ici, qui passe de 15,8% à 2,8%. Donc, vraiment, un impact très positif de la laparoscopie dans certaines indications, comme l'ulcère perforé qui est fait en urgence. Alors, si on peut conclure sur la place de la cœlioscopie et donc, pour les opérations relativement simples, comme les appendicectomies, diminue la morbidité post-opératoire, mais que, comme toujours, finalement, il faut faire une sélection des patients et que, par exemple, l'occlusion sur bride en urgence n'est pas forcément, chez des malades instables, ne sont pas de bons candidats pour réaliser cette chirurgie en cœlioscopie. Et l'autre chose à souligner, c'est que la chirurgie d'urgence, c'est souvent une chirurgie qui est faite par des chirurgiens qui sont plus jeunes, en début de clinica. Enfin, les chirurgiens expérimentés prennent évidemment moins de garde et que ça, c'est un facteur aussi limitant de la, on va dire, de la réalisation de la cœlioscopie dans certaines indications de pathologie en urgence. Alors maintenant, pour ce qui est de la chirurgie élective, on va commencer par le cancer du côlon. Pas mal de littérature démontre le bénéfice de l'abord cœlioscopique mini-invasif dans le cancer du côlon. C'est ce que je vais vous montrer, encore une fois, avec les principales études qui ont été publiées sur le sujet. Et notamment cette étude qui a été publiée en 2004 dans le New England Journal of Medicine, qui est un des journaux les plus, on va dire, robustes sur le plan scientifique. Donc, c'est un essai randomisé contrôlé qui inclut 872 patients. C'est une étude de non-infériorité. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de montrer que la laparoscopie, donc la cœlioscopie, ne fait pas moins bien que la laparotomie. D'accord. Donc, ce sont des malades qui présentaient des cancers du côlon et pour lesquels on dit laparoscopie assistée parce que la confection de l'anastomose a été réalisée en extracorporel. On fait une petite incision pour enlever la pièce opératoire et pouvoir, en tout cas, réaliser l'anastomose. Chez des malades, donc le groupe chirurgie ouverte versus chirurgie cœlioscopique, avec des caractéristiques comparables, comme vous le voyez sur le tableau de pic, est associé à moins de prise dentalgique, à moins de nécessité de nutrition parentérale, donc une réalimentation orale plus précoce, une durée d'hospitalisation qui est réduite de 1 journée, en fait, qui passe de 6
à 5 jours. Il n'y a pas de différence de mortalité à 30 jours, d'accord? Et le taux de complication est statistiquement non significatif, non différent. Donc, c'est-à-dire que ce sont des malades qui présentent des cancers du côlon et quand ils sont opérés par voie cœlioscopique, la récupération post-opératoire est plus rapide sans augmenter la morbidité, donc les complications post-opératoires. Ici sont présentés les résultats oncologiques en fait, à long terme de l'étude précédente, de l'étude randomisée, parce qu'effectivement, c'est important de montrer les bénéfices à court terme de la chirurgie laparoscopique, mais on est tous d'accord que pour un cancer, l'objectif quand même principal, c'est de vérifier qu'on fait de pronostics. Et en fait, en effet, la survie globale à 5 ans, que ce soit dans le groupe chirurgie ouverte ou cœlioscopique, est comparable et supérieure à 70%. Et la survie sans récidive à 5 ans est de 68% dans le groupe chirurgie ouverte, alors qu'elle est de 69% dans le groupe laparoscopie et il n'y a pas de différence significative. Donc, il y a un taux de récidive identique dans les deux groupes, hein, même en termes c'est en termes de survie sans récidive, mais même en termes de taux absolu de récidive, il n'y a pas de différence et le site de récidive est comparable. Donc, ceci, c'est une seconde étude. C'est une étude qui a étudié, pareil, l'impact de la cœlioscopie pour les cancers un petit peu plus avancés, hein, stade 2 et 3, et qui rapporte de façon comparable des survies globales à 5 ans tout à fait satisfaisantes. Et même très, très, très bonnes et qui ne sont pas différentes. Donc, avec, encore une fois, même pour des tumeurs un peu plus avancées, donc des tumeurs T3 ou qui ont un envahissement ganglionnaire, un pronostic qui n'est pas péjoré par la chirurgie cœlioscopique. Un des autres avantages de réaliser la chirurgie du cancer du côlon par voie laparoscopique, c'est que, comme le rapporte cette méta-analyse, donc qui a colligé les données de plusieurs études rétrospectives et prospectives, eh bien, l'abord laparoscopique diminue le taux d'occlusion, le risque d'occlusion du grêle. En fait, là, c'est un forest plot, c'est un diagramme qui permet de mettre les autres ratios, donc et qui compare la chirurgie ouverte versus laparoscopique pour chaque étude. Et en fait, l'analyse de toutes ces études colligées est en faveur de l'abord laparoscopique pour ce qui est du risque d'occlusion du grêle. Donc, dans cette étude rétrospective, elle qui a inclus 592 patients, en fait, une des questions analysées, ça a été de savoir quel était l'impact. Est-ce que l'impact de la laparoscopie, de la cœlioscopie, était identique pour tous les malades? Est-ce que finalement, des malades qui sont jeunes, bien portants, ont le même bénéfice que la chirurgie, que les patients qui ont moins de 72 ans, pour lesquels on a souvent plus de réticence finalement à utiliser la laparoscopie en se disant bon voilà, ils sont un peu âgés, on va faire vite, on va faire une chirurgie un peu de propreté entre guillemets. Eh bien en fait c'est une erreur de penser ça, parce que finalement dans cet article là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement les patients de plus de 70 ans ont plus de complications quand ils ont eu une chirurgie ouverte que laparoscopique, et que le nombre de complications est supérieur chez les patients de plus de 70 ans après chirurgie ouverte, alors que finalement,
il y a un bénéfice pour les patients de moins de 72 ans, mais il est moins évident. Alors, ces études-là que je vous ai montrées, ce sont des études qui ont inclus des patients qui ont des tumeurs localisées ou des tumeurs un peu plus avancées, mais globalement, ce ne sont pas des tumeurs qui sont T4 et qui sont des volumineuses tumeurs, parfois avec extension aux organes adjacents et nécessité de réséquer des organes adjacents. Et la question est de savoir si, est-ce que pour ces tumeurs qui sont plus volumineuses, est-ce qu'il y a un bénéfice à la cystoscopie? Eh bien, dans cette revue de la littérature et méta-analyse, qui encore une fois a colligé plusieurs études prospectives, eh bien, on trouve un taux de R0, donc de résection complète, qui est comparable avec un abord laparoscopique ou par chirurgie ouverte. Le nombre de ganglions prélevés, en revanche, est légèrement supérieur quand la chirurgie est réalisée par voie ouverte, ce qui est un critère de qualité chirurgicale, donc c'est quand même à prendre en considération, puisque comme vous le savez, c'est associé à un moins bon pronostic et puis surtout, ça permet de moins, le staging du patient et notamment l'envahissement ganglionnaire est moins bien évalué. Et pour ce qui est de la survie globale et sans récidive, en revanche, on n'a pas de différence quand on analyse les données de survie des études prospectives, pas de différence de survie globale et sans récidive, pas on va dire, d'impact, cependant, à long terme. Alors ça, c'est une autre étude finalement qui tempère un peu les résultats de cette première méta-analyse qui a inclus des malades qui avaient des cancers T4, donc des grosses tumeurs qui ont été opérées par célioscopie et ils ont analysé les critères qui étaient associés à un mauvais pronostic en analyse univariée puis en analyse multivariée qui permet en fait de dégager les facteurs pronostiques les plus importants indépendants. D'accord ? Et quand vous regardez en fait ce tableau de résultats, vous avez les résultats de l'analyse multivariée. Eh bien, ce qu'on peut noter, c'est que la localisation de la tumeur est un facteur associé à un moins bon pronostic de survie globale et que le stade T4B est associé à un plus mauvais pronostic que les patients qui sont T4A, d'accord, et que la conversion également est associée à un moins bon pronostic. Donc tout ça soulève la question de la sélection des malades et notamment chez les patients qui sont T4 parce que finalement, si on se lance dans une chirurgie célioscopique pour un patient qui est T4 et qu'en fait c'est un T4B avec extension à des organes de voisinage et qu'en plus de ça, on est obligé de convertir et qu'il s'agit d'un patient qui a un cancer du côlon droit, eh bien, on expose ce patient à un moins bon pronostic carcinologique et on péjore son diagnostic. Donc, c'est vrai pour le côlon droit, pour toute la chirurgie. L'élément important, c'est d'arriver à bien sélectionner les malades qui vont bénéficier de l'apport de la chirurgie mini-invasive. Alors, si on pouvait faire une synthèse un petit peu de l'apport de la célioscopie, le bénéfice de la célioscopie dans le cancer du côlon, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une récupération qui est plus rapide, avec une durée de séjour qui est moins importante, une nutrition orale reprise plus rapidement, que ça diminue les obstructions, les syndromes occlusifs du grêle et les adhérences post-opératoires, avec des résultats oncologiques qui sont comparables. Mais encore une fois, attention à la sélection des patients et notamment chez les patients qui présentent de volumineuses tumeurs. Alors, pour ce qui est du rectum, on a d'autres données parce qu'effectivement, la laparoscopie pour un cancer du côlon
droit techniquement ou gauche sont quand même un peu moins difficiles, on va dire, sur le plan technique que le cancer du rectum. Et c'est pour ça que des études ont étudié de façon plus spécifique la place de la cystoscopie dans le cancer du rectum. Et donc, encore une fois, je vous montre les études principales qui permettent de soutenir la place de la cystoscopie et le bénéfice apporté aux patients dans les différentes pathologies carcinologiques. Et ici, je vous présente une étude, pareil, randomisée, qui a été publiée dans un grand journal, le JAMA, qui a comparé l'abord célioscopique à la chirurgie ouverte chez des patients qui présentaient des cancers du rectum. Plus de 1044 patients ont été inclus. Et l'étude des suites post-opératoires, de la durée d'hospitalisation, a permis de montrer que quand on avait un abord laparoscopique, déjà en péropératoire, il y avait moins de saignement. C'est-à-dire que là, ici, dans ce tableau, vous voyez qu'on a une moyenne de perte sanguine de 100 ml dans le groupe laparoscopie versus 400, qui est le double en chirurgie ouverte. Que la reprise de l'alimentation dans le groupe et qu'il y avait une reprise du transit qui était plus rapide, avec une reprise du transit à 3 jours chirurgie ouverte versus 2 jours dans le groupe célioscopie. Il n'y a pas de différence de complications post-opératoires, comme vous voyez dans la deuxième partie du tableau, notamment en termes de fistules anastomotiques, puisqu'on a des taux qui sont tout à fait comparables, et ce qui est compatible avec ce qui est rapporté dans la littérature de 10 et 13%. Mais qu'en revanche, les patients opérés par célioscopie, lorsqu'ils ont un cancer du rectum, ont une durée d'hospitalisation qui est moins importante, moins longue, avec 8 jours contre 9 jours dans le groupe chirurgie ouverte. Alors, là, ce sont les résultats à court terme, les résultats de morbidité post-opératoire. Les résultats oncologiques de cet essai, et notamment de survie à 3 ans, qui n'a pas montré, comme vous le voyez sur ces courbes, qui sont là, ce sont les courbes de survie sans récidive et de courbes de survie globale, avec en vert la chirurgie laparoscopique et en bleu la chirurgie ouverte. Et ça, c'est en fonction, tout stade confondu, et ensuite c'est en fonction du stade de la maladie, stade 1, 2 et 3. Et ce qu'on peut voir, c'est que qu'il s'agisse de la survie globale ou de la survie sans récidive, il n'y a pas de différence de pronostic, il n'y a pas de différence de survie à 3 ans, globale et sans récidive. Donc, encore une fois, la célioscopie semble avoir un bénéfice sur le post-opératoire immédiat sans compromettre les résultats oncologiques. Et c'est encore une fois quelque chose de très important parce que un des principaux facteurs de... Alors ici, c'est une autre étude c'est le à la carte trial, qui a pareil inclus des patients qui avaient été opérés pour des cancers du rectum. Pour ce qui est de résultats, et notamment des résultats carcinologiques, cette étude montre que même s'il n'y a pas de différence statistiquement significative, puisque le petit p est supérieur à 0,05, il y a quand même une tendance, en tout cas dans cette étude, à moins de résection du mésérectum complète, encore une fois, qui est un critère de qualité. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est important
parce que certains ont du coup remis un peu en question l'abord laparoscopique dans la chirurgie du rectum, à cause de cette étude notamment. Et pour ce qui est là, pour cette étude, ce qui était pris comme critère de jugement principal, c'était la marge circonférentielle, qui est un des facteurs pronostiques majeurs dans le cancer du rectum. Là, c'est un critère composite, plus la marge distale, plus l'exérèse complète du mésorectum. Bon. Donc, avec ce critère de jugement principal, qui est un critère de jugement composite, et cet essai de non-infériorité est négatif. C'est-à-dire qu'avec ce critère de jugement, on ne peut pas dire que la laparoscopie fait moins bien. Parce que là, encore une fois, c'est un critère composite des facteurs qui sont associés à la récidive et au pronostic des malades. Les résultats, parce que pour ce qui est du cancer du rectum, se pose quand même cette question. Cette étude randomisée, dans cette étude randomisée, à plus long terme, a été étudié le résultat fonctionnel. Parce qu'encore une fois, dans la chirurgie du rectum, c'est quelque chose qui est important. Et ce qui est rapporté de cette étude, c'est qu'il y a pour la chirurgie ouverte, même si elle n'est pas significative, une tendance à moins d'incontinence fécale à 12 mois, qu'il y a moins de signes urinaires à 12 mois chez les hommes, à 6%, et qu'en revanche, les troubles sexuels, notamment d'éjaculation précoce, de dyspareunie chez la femme, sont comparables, quelle que soit la voie d'abord cystoscopique ou ouverte. Donc, si on pouvait résumer ce que rapportent les principales études sur le sujet de la cystoscopie dans le cancer du rectum, c'est qu'il y a un bénéfice manifeste sur le post-opératoire immédiat avec une récupération plus précoce, une durée de séjour qui est moins importante et des données de survie qui sont comparables, que ce soit en termes de survie globale ou de chirurgie sans récidive, qui a une tendance retrouvée dans certaines études, en tout cas, à un peu plus d'exérèse du mésorectum incomplète et de troubles urinaires chez l'homme, et que ça justifie sans aucun doute que cette chirurgie du rectum soit réalisée en centre expert avec des gens qui ont l'habitude de cette chirurgie et qui ont l'habitude de la voie laparoscopique. Pour poursuivre le cancer de l'estomac, donc là on passe à autant il y a eu une diffusion quand même relativement importante de la chirurgie colorectale laparoscopique, autant dans certaines pathologies, et notamment sus-mésocoliques comme le cancer de l'estomac et le cancer de l'œsophage, du fait des difficultés techniques et des difficultés à réaliser les anastomoses, la diffusion de l'abord laparoscopique est en tout cas en France un peu moins importante. Alors, pourquoi faire la laparoscopie dans ce genre de chirurgie? Alors, il y a déjà deux cadres en fait, à distinguer. C'est déjà la gastrectomie pour cancer partiel, donc distale, et les gastrectomies totales qui sont réalisées pour le plus souvent des tumeurs proximales ou des tumeurs très invasives avec limite gastrique. Et donc, dans cette étude, qui est une étude randomisée contrôlée, qui est un essai prospectif coréen qui a inclus plus de 1400 patients avec des cancers stade 1, donc des petits cancers localisés, l'analyse des suites post-opératoires, de la morbidité, notamment à 30 jours, en fait, a rapporté une diminution de la morbidité globale. Alors, dans ces tableaux-là, vous voyez deux types d'analyses qui sont les analyses en intention de traiter et les analyses per protocole. La différence entre ces deux types d'analyses, c'est qu'un patient qui va être inclus dans un groupe, par exemple laparoscopie, et qui finalement
pour des raisons techniques ou diverses, va être converti, en fait, sera analysé dans le groupe laparoscopie, dans le groupe d'attribution du départ. Alors que l'analyse per protocole va en fait prendre en compte la distribution des groupes en fonction du type de voie d'abord effectivement réalisée. C'est-à-dire que par exemple, ce patient qui aura dû être converti pour des difficultés techniques ou des saignements, etc., sera cette fois-ci pas analysé dans le groupe célioscopie, mais sera analysé dans le groupe laparotomie. D'accord ? Et donc, globalement, les analyses en intention de traiter ont plutôt tendance à péjorer, on va dire, le groupe laparoscopie, puisqu'elle inclut dans le groupe célioscopie les patients qui finalement seront opérés par voie ouverte. Et donc, l'étude des suites post-opératoires à 30 jours a montré que le L, c'est pour la laparoscopie et O pour open, les gastrectomies partielles réalisées par la laparoscopie en fait présentaient moins de complications post-opératoires, puisqu'elles étaient rapportées au nombre de 13,7% versus 18,9%. De façon similaire, il y a moins de complications infectieuses pariétales dans le groupe de chirurgie laparoscopique, et notamment moins de sérome et moins de déhiscence de la paroi. Pour ce qui est des données périopératoires, que ce soit pour en analyse d'intention de traiter ou en perprotocline, la durée d'hospitalisation qui est diminuée de quasiment un jour. Les résultats à long terme oncologiques de cet essai, publié dans le JAMA Oncology en 2019, rapportent des taux de survie globale et de survie, ce qu'on appelle cancer specific survival, c'est-à-dire que ça prend en compte seulement les morts directement imputées au cancer. Et par exemple, un patient qui a quelques semaines de sa chirurgie ou en post-opératoire immédiat va décéder d'une embolie pulmonaire ou d'une pneumopathie, on va dire, en post-opératoire, ne va pas être considéré comme décédé spécifiquement, comme une cause de cancer spécifiquement, une cause des décès spécifiquement liés au cancer. Donc ça donne des données un petit peu différentes, et c'est vrai que c'est plus spécifique de considérer la cancer specific survival, parce que là on considère vraiment les décès liés à la maladie. Dans tout état de cause, quoi qu'il arrive, que ce soit en survie globale standard, qui est quand même le standard dans les analyses scientifiques, et cette survie spécifique au cancer, il n'y a pas de différence, comme vous les voyez sur ces deux courbes, entre la voie laparoscopique ou la voie chirurgie ouverte. Donc encore une fois, de la laparoscopie post-opératoire sans compromettre le pronostic carcinologique. Dans cet essai, qui est dans cet second essai, qui est aussi un essai coréen, qui a une nouvelle fois inclus plus de 1000 malades dans un essai prospectif randomisé, chirurgie célioscopique ou chirurgie ouverte au début de la prise en charge, cette fois-ci pour des cancers avancés, donc des tumeurs classées CT2 ou T4A, qui est encore une fois un peu plus complexe sur en termes de technique chirurgicale, et qui peut exposer, si on n'est pas habitué, à un risque plus élevé de résection R1 ou en tout cas incomplète avec un membre de curage. Eh bien, cette étude rapporte que, alors, au prix en effet d'une durée opératoire un petit peu plus longue, de 227 minutes versus 165, eh bien, la voie laparoscopique est associée à moins de pertes sanguines que la chirurgie ouverte, et qu'on a le même taux de résection R0, donc de chirurgie carcinologique complète, qui est
dans les deux groupes supérieurs à 98%. Vous avez également, hein, c'est la même chose dans ces deux analyses, les analyses en intention de traiter et per protocole. Cette étude rapporte également un taux de morbidité, de complications globales diminué avec l'apport celluloscopique qui passe de 24% chirurgie ouverte versus 16% avec la celluloscopie, et notamment avec une tendance à un peu moins de complications dites locales qui sont des abcès de parois ou des complications de ce type. Et les suites post-opératoires sont améliorées puisqu'il y a une reprise du transit plus précoce de façon significative avec laparoscopique et moins de douleurs post-opératoires, et qu'il y a une nouvelle fois une diminution de la durée d'hospitalisation quand la voie d'abord celluloscopique est réalisée. Alors, vous avez ici un autre essai randomisé, hein, tout ça, ce sont des essais sur lesquels on s'appuie pour définir la place de la celluloscopie dans ces indications-là. En effet, parfois, nous avons plusieurs essais dont les résultats peuvent être soit similaires, soit en désaccord. Mais en l'occurrence, dans cet essai prospectif, qui est cette fois chinois et pas coréen randomisé, qui a inclus plus de 1000 malades, 1056 patients avec un cancer avancé, également classé en pré-opératoire T2, de T2 à T4A, eh bien, les données de survie, qui étaient le critère de jugement principal de cette étude, a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de récidive à 3 ans, puisque le petit p est supérieur à 0,05 dans le groupe laparoscopie versus chirurgie ouverte, avec un taux de récurrence de récidive à 3 mois, à 3 ans, qui est de 18% versus 16%, que la mortalité, en tout cas que les causes de décès étaient comparables dans les deux groupes, avec une mortalité liée au cancer principalement dans 82% des cas et dans 76% des cas pour la chirurgie ouverte, et donc avec des résultats comparables sur la récidive. Vous voyez ici, c'est une autre figure de cet article, que en analyse de sous-groupe, c'est-à-dire en fonction du stade de la tumeur, stade 3, 2 ou 1, en fait, classé sur l'histologie, il n'y a pas de différence. Donc, c'est-à-dire que cette survie globale, en fait, est identique quand on prend tous les cancers opérés par voie celluloscopique versus ouverte pour les chirurgies partielles, et que si on fait des analyses de sous-groupes, ce bénéfice est conservé quel que soit le stade tumoral sur l'analyse histologique. Alors là, on passe à la gastrectomie totale, parce que comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quand même deux chirurgies techniquement un peu qui sont différentes et qui exposent à des difficultés techniques différentes. Eh bien, ici, je vous rapporte les résultats d'une méta-analyse, d'une étude rétrospective d'une très large cohorte qui a inclus, puisqu'elle a inclus plus de 12 000 patients, qui, après appariement des malades sur le stade de la tumeur et les caractéristiques réalisées, puisqu'il passe 1,5 revanche, la voie d'abord celluloscopique, pardon.
La voie d'abord célioscopique est associée à moins de transfusions sanguines, puisque les patients ont été transfusés dans moins de 10% des cas dans le groupe célioscopie, alors qu'ils ont été transfusés dans plus de 17% des cas dans le groupe chirurgie ouverte. Excusez-moi. La reprise de l'alimentation a été plus rapide, une nouvelle fois, dans le groupe célioscopie versus chirurgie ouverte, et que la durée d'hospitalisation est moins importante et moins longue quand la chirurgie a pu être réalisée par voie célioscopique. On avait déjà des ampères. Voilà. Quand on regarde ces données, on a envie de se dire finalement que autant on est convaincu par l'abord laparoscopique pour la chirurgie de gastrectomie partielle, autant peut-être qu'il peut y avoir plus de doutes pour ce qui est de la gastrectomie totale. Et en effet, là, je vous rapporte ce qui va un petit peu dans le sens de cette constatation. C'est une étude française. En fait, c'est une étude qu'on appelle basée sur les données du PMSI. Les données de PMSI, en fait, en France, ce sont les données qui sont données par l'hôpital afin d'être remboursées par la sécurité sociale. Et en fait, tous les actes sont codés, les actes chirurgicaux, et tous les actes, toutes les complications sont également codées puisqu'elles sont, en fait, elles permettent d'être rémunérées à l'hôpital, en fait. Et donc, c'est une façon différente, si vous voulez, d'analyser des données. Au lieu de reprendre les dossiers des patients, les dossiers médicaux, en fait, on reprend ces données de PMSI qui donnent des informations qui sont tout aussi intéressantes. Et ce qu'a rapporté cette étude, c'est que TG, c'est pour totale gastrectomie, quand pour les patients qui avaient des cancers, la réalisation de gastrectomie totale par voie laparoscopique était associée à plus de réintervention chirurgicale en post-opératoire, puisque 14,5% de patients étaient réopérés versus 10%, et que la durée, par contre, d'hospitalisation était de 1 jour réduite quand la chirurgie était réalisée par célioscopie. Et un des autres éléments rapportés par cette étude est que le taux de sténose anastomotique est multiplié par 2,5 par rapport quand la célioscopie est réalisée versus la voie d'abord classique ouverte. Cette étude a étudié également les gastrectomies partielles et a rapporté de façon un peu inverse une morbidité moins importante quand la gastrectomie partielle était réalisée par célioscopie, avec une morbidité globale à 90 jours de 32% versus 39% dans le groupe chirurgie ouverte, et que c'était associé, toujours pareil, à une diminution de la durée d'hospitalisation avec la voie laparoscopique. Alors, si on peut dégager un peu des messages, des take-home-messages de ces dernières études pour ce qui est de la chirurgie du cancer de l'œsophage, pour la gastrectomie totale, excusez-moi, je me suis trompée. Totale célioscopique, on a une amélioration de la récupération en post-opératoire avec une diminution de la durée de séjour, des résultats oncologiques qui sont comparables, mais il y a plus de fistules anastomotiques. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié de vous montrer une. Voilà, pardon. Il y a plus de fistules anastomotiques et plus de sténose anastomotique, et que de façon un peu parallèle à la chirurgie du cancer du rectum, réaliser une gastrectomie totale par célioscopie doit probablement être une chirurgie réalisée en centre expert. Pardon, excusez-moi. Voilà, doit être réalisée en centre expert, alors que la gastrectomie subtotale, quant à elle, par voie laparoscopique, semble montrer des bénéfices en termes de morbidité post-opératoire et de résultats oncologiques, voilà, sans augmenter les taux de fistules ou de sténose qui sont quand même extrêmement rares dans ce genre de chirurgie.
Alors, on va terminer ensuite par le cancer de l'œsophage. Vous voyez, on augmente un peu en difficulté technique et avec des places finalement différentes de la cœlioscopie dans ces cancers. Et pour ce qui est de la chirurgie mini-invasive, le cancer, la chirurgie de l'œsophage a vu se développer deux types de chirurgie. La première, c'est la chirurgie hybride, comme je vous disais tout à l'heure, où la voie d'abord abdominale est réalisée par laparoscopie et le temps thoracique est réalisé par thoracotomie. Et l'autre modalité, c'est une voie totalement mini-invasive. La difficulté de la chirurgie de l'œsophage, c'est que c'est la réalisation des anastomoses intrathoraciques particulièrement. Alors, la chirurgie hybride, c'est globalement plutôt développé pour la chirurgie de l'œsophage, et ça suite à un essai français qui a été publié, qui s'appelle l'essai MIRO, qui a inclus des patients qui avaient des adénocarcinomes et des carcinomes épidermoïdes de l'œsophage qui devaient être opérés d'une œsophagectomie. C'est un essai prospectif randomisé qui a inclus plus de 200 patients. Et les résultats de d'histologie ont rapporté des taux de résection R0 complète comparables que la chirurgie ait été faite par voie ouverte ou cœlioscopique avec un taux de R0 de plus de 95% dans les deux groupes, et des marges latérales avec plus de 1 mm dans plus de 75% des cas dans les deux groupes. Que le curage ganglionnaire réalisé par voie mini-invasive hybride ou par chirurgie ouverte était comparable, avec un nombre de ganglions médian de 21 dans le groupe chirurgie mini-invasive versus 22 dans le groupe chirurgie ouverte. Il n'y avait pas de différence en termes de curage, donc montrant une bonne résection carcinologique en répondant aux critères de qualité d'une chirurgie oncologique. Et ce qu'elle a montré surtout, c'est que l'abord laparoscopique hybride était associé à une réduction du risque de 77% de complications majeures, et notamment de complications pulmonaires, qui est passé de 30% dans le groupe chirurgie ouverte à 18%. Tout cela avec une durée de séjour identique de 14 jours. Et bon, il n'y avait pas d'analyse de coût dans cette étude, mais ce n'était pas vraiment le propos. Les résultats, quant à eux, oncologiques à distance, a montré l'absence de différence en termes de récidive, de survie sans récidive, comme vous le voyez ici, dans quelle que soit la voie d'abord réalisée, avec quand même, quand on regarde les coûts, quand même une légère augmentation, enfin diminution, augmentation de la survie sans récidive dans le groupe chirurgie hybride, et pas de différence non plus en termes de survie globale à 3 ans, quelle que soit la voie d'abord utilisée. Vous aviez ici les résultats oncologiques à 3 ans. Ces résultats ont été confirmés dans une autre étude qui a rapporté les résultats, cette fois-ci de survie à 5 ans de l'essai MIRO, qui a confirmé qu'il n'y avait pas de différence et que la voie d'abord laparoscopique était une option qui permettait à la fois de réaliser une chirurgie carcinologique de qualité sans compromettre le pronostic à moyen et long terme des malades.
Et alors, ce qu'ils regardaient finalement, ils ont regardé parce que la voie d'abord, en fait, hybride est associée à moins de complications, on va dire, complications majeures et pulmonaires. Et ce qu'ils ont regardé, c'est le pronostic en fonction de la survenue de complications majeures ou pas. C'est une façon un peu indirecte quand on n'a pas d'impact d'une technique chirurgicale sur le pronostic de survie à plus long terme. Si finalement la technique chirurgicale est associée à plus de complications et que les complications sont, elles, associées à plus, à un moins bon pronostic, en fait, c'est un élément supplémentaire pour se dire qu'il y a probablement un bénéfice de la laparoscopie, mais qui n'est pas forcément directement mis en évidence par les statistiques de données de survie. Et ça, c'est ce qui était le cas dans l'essai Miro. Donc, une diminution des complications majeures qui sont elles-mêmes, en fait, reliées à un plus mauvais pronostic, donc qui va encore plus en faveur d'un abord hybride de laparoscopique abdominal quand on réalise des œsophagectomies. Cet essai, c'est l'essai Time Trial. Docteur Florence, vous êtes là? Docteur Florence, vous êtes là? S'il vous plaît, attendez, il y a un petit problème. Docteur Florence, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, priez de patienter, hein? S'il vous plaît, j'appelle les professeurs, s'il vous plaît. Priez de patienter.
Oui, s'il vous plaît, je viens de parler avec lui. Il se connecte bientôt. Docteur Florence, vous êtes là? Docteur Florence, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Je suis désolée, il y a eu un problème de connexion et de batterie d'ordinateur. D'accord, merci. À vous? Voilà, donc je continue. Courage, on a bientôt fini. Bon, donc là, ce que je vous rapportais, c'est l'étude, en fait, donc là, je vous ai rapporté initialement l'étude Miro qui a évalué, en fait, il a comparé la labor hybride versus la chirurgie ouverte dans les œsophages, phagectomie. C'est un essai qui a comparé la chirurgie mini-invasive complète, c'est-à-dire tant abdominale célioscopique et tant thoracique par thoracoscopie. Donc, cet essai, c'est un essai randomisé prospectif qui a inclus 115 patients. Et une nouvelle fois, ce qui est important de regarder, c'est les critères de qualité chirurgicale. Et quand on regarde le taux de R0 dans les deux groupes, il y a S'il vous plaît, professeur, docteur. d'accord, voire un peu plus de résection Docteur Florence, R0. s'il vous plaît. Docteur Allô? Florence, s'il vous plaît. Oui. Oui, vous ne projetez plus l'écran. Ce n'est plus partagé. Normalement, je réessaie. Excusez-moi. Partager l'écran. Ah, vous avez désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, c'est Ah peut-être pour bon? ça. Oui, je suis en train de voir. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon? Ouais, ça marche. Donc, dans cet essai, il n'y a pas de différence significative en termes de résection complète R0 dans le groupe chirurgie ouverte ou mini-invasif, mais voire même, là pour le coup, une petite tendance à un peu plus de résection R0 dans le groupe chirurgie mini-invasive, mais encore une fois, sans atteindre la significativité, donc on ne peut pas en conclure des choses plus que ne disent les statistiques. Mais en tout cas, pas de résection incomplète augmentée par la chirurgie mini-invasive. Et du nombre de ganglions prélevés, qui encore une fois témoigne de la qualité du curage. Il n'y avait pas de différence dans cette étude randomisée en termes de curage ganglionnaire et de nombre de ganglions prélevés, puisqu'il y avait une moyenne de 21 versus 20 dans chaque groupe. En revanche, en analysant les critères de suite post-opératoire, eh bien, il y avait moins de complications infectieuses survenant dans les 2 semaines post-opératoires dans le groupe chirurgie mini-invasive, de 9% versus 29%, et moins d'infections pulmonaires de façon globale en intra-hospitalier chez les patients, avec une durée de séjour qui était diminuée par l'apport totalement mini-invasif, puisqu'il était de 11 jours versus 14 jours. Et surtout, il y avait une qualité de vie et une diminution, un meilleur état général chez les patients, évalués par des scores que vous voyez ici, les SF36 et ORTC, qui sont des scores de qualité de vie post-opératoire, étaient bien meilleurs quand les patients avaient été opérés par voie totalement mini-invasive. Et enfin, les patients, de façon un peu corrélée, présentaient moins de douleurs dans le groupe chirurgie mini-invasive. Des données post-opératoires, la laparoscopie dans cet essai a été rapportée à, encore une fois, moins de pertes sanguines et des taux de fistule anastomotique qui étaient comparables dans les deux groupes.
et en revanche, plus de paralysie des cordes vocales, notamment pour les cancers du tiers supérieur de l'œsophage, quand la chirurgie a été réalisée par chirurgie ouverte, traduisant en fait par la paroscopie peut-être une meilleure vision et une meilleure identification anatomique de certains éléments. À 3 ans, rapporté par cette équipe et de cet essai, il n'y avait pas de différence de survie globale et sans récidive à 3 ans. Donc, résultat oncologique à moyen terme comparable, quelle que soit la voie d'abord. Alors, si on pouvait, encore une fois, résumer en quelques mots, pour le cancer de l'œsophage, il faut privilégier l'abord mini-évasif et notamment, il faut le privilégier euh, pour la laparoscopie pour le temps abdominal, parce qu'elle améliore la morbidité des malades et leur qualité de vie, avec des résultats oncologiques qui sont comparables. Mais euh, je vous rapporte les résultats de 2 études. La première, c'est-à-dire qui a étudié, si vous voulez, comment les résultats de la généralisation de l'abord mini-invasif. Parce qu'en effet, il y a les études, il y a les essais qui randomisent, qui sont l'évidence-based médecine sur lesquels on se base, mais qui sont en général faits et réalisés par des chirurgiens qui travaillent dans des centres universitaires qui ont globalement en général une expertise assez poussée dans des domaines de chirurgie et que la question est, est-ce que ces résultats qui sont en faveur de la chirurgie mini-invasive, notamment pour des chirurgies compliquées, complexes comme la chirurgie de l'œsophage, peut être transposable à tous les services de chirurgie. Eh bien, si on en croit ces 2 études, et notamment cette première étude qui est une étude de registre qui a étudié après la publication du trial les résultats dans tous les centres, quels qu'ils soient non universitaires compris, les complications après chirurgie mini-invasive. Et bien, comme vous le voyez écrit ici, il y avait une augmentation du taux de complications global, du taux de complications pulmonaires et des complications graves lorsque les patients étaient opérés par un abord laparoscopique. Et cette constatation a été également rapportée dans une autre cohorte néerlandaise qui a rapporté des taux de fistule après chirurgie œsophagienne selon Lewis Santi, donc des œsophages de voie, plus importants quand les patients étaient opérés avec un abord mini-invasif, avec plus de nécrose de transplant et plus de taux de réopération. Donc, ces 2 études soulèvent vraiment la question de savoir si on peut généraliser la chirurgie mini-invasive dans le cancer de l'œsophage. Et ça soutient quand même l'hypothèse qu'il va falloir probablement réaliser ces chirurgies en centre expert, parce que c'est des chirurgies qui sont réalisées peu fréquemment. Et si on n'a pas l'expertise et l'habitude de à la fois cette voie d'abord et de ce type de chirurgie, eh bien, on peut compromettre les suites post-opératoires et probablement à plus long terme les suites oncologiques du malade. Alors, comme vous le voyez, hein, traduit par ces 2 études, et puis comme vous le savez de votre pratique, globalement, la chirurgie de l'œsophage est un challenge chirurgical, hein, et notamment à cause de la confection de l'anastomose, etc. Et j'aborde juste en très peu de diapos la chirurgie robotique parce que je pense que la chirurgie robotique va probablement permettre de pallier aux difficultés techniques, notamment de la célioscopie, pour réaliser par exemple ces chirurgies et ces anastomoses intrathoraciques. Pourquoi? Parce que le robot, qui est donc aussi une voie mini-invasive, a des qualités indéniables par rapport à la célioscopie, où on opère avec des instruments qui sont longs ou sur le plan ergonomique, rapidement, c'est fatigant, on est mal installé, on est dépendant de notre aide opératoire. Et le robot, finalement, nous soustrait de toutes ces contraintes, puisque le robot nous permet d'avoir une vision 3D
qui est contrôlé par le chirurgien. Donc, c'est vraiment le chirurgien qui, sur sa console, comme vous le voyez ici, va déplacer la caméra avec ses manettes, que le robot donne accès à des instruments articulés à 7 degrés de liberté, que ça permet en fait une démultiplication du geste et une gestuelle stabilisée et beaucoup plus fluide, elle majore l'habilité du chirurgien, et ça a été démontré dans des études, et que finalement on opère en étant installé, assis confortablement, et que tous ces éléments qui donnent du confort au chirurgien, qui améliorent sa vue et sa précision, sont des éléments qui vont probablement à la fois permettre d'avoir une chirurgie carcinologique de qualité, mais à la fois peut-être pallier aux difficultés techniques des anastomoses qui sont faites par célioscopie et qui peuvent être vraiment compliquées. Alors, je voulais vous montrer, je voulais vous montrer une chirurgie œsophagienne faite par robot. Et comme vous le voyez là, j'espère, on a une vue qui est quand même assez exceptionnelle, qui est zoomé à plus 10. On a des instruments, tous les instruments qui sont nécessaires, avec des degrés d'articulation qui sont importants. Et ça donne vraiment une fluidité et une facilité au geste chirurgical qui est vraiment, vraiment appréciable. Donc là, c'est le temps de la gastrolyse, où on prépare donc l'estomac pour aller le monter après œsogastrectomie polaire supérieure dans le thorax pour faire ensuite l'anastomose œsogastrique. Donc là, c'est la dissection du hiatus avec l'aorte que vous voyez au fond qui bat. C'est une vue là qui habituellement en célioscopie est difficile en fait, et pas aussi optimale que là. Donc là, c'est la section au niveau de la patte doigt. On sectionne le petit épiplomb et voilà, vous voyez, il y a des agrafages automatiques avec des instruments robots qui permettent de tout réaliser par voie robotique. Et donc ça, c'est le temps thoracique. Le patient est mis en ce qu'on appelle en prone position, en décubitus latéral, mais très à plat, très sur le ventre en fait. Une section de la crosse de la veine azygos. Vous voyez la dissection de l'œsophage avec en arrière le péricarde. Là, c'est le canal lymphatique qui est sectionné de façon systématique pour éviter le chylothorax en post-opératoire. L'œsophage qui est disséqué jusqu'en haut, puis qui est sectionné à la graffeuse robot. On peut réaliser des tests au verre d'indocyanine qui permettent de voir la vascularisation de la plastie gastrique. Et ça peut être intéressant parce que vous savez très bien qu'une plastie qui n'est pas bien vascularisée va se compliquer, et notamment être associée. Et donc là, c'est les anastomoses manuelles, œsogastriques. Vous voyez, en fait, avec le porte-aiguille, la suture est vraiment facilitée par articulé robotique. Avec
voyez pourquoi les patients présentent moins de complications, notamment pulmonaires, parce qu'ils ont des petites incisions comparées à une grosse thoracotomie qui va en fait entraîner des troubles de la mécanique ventilatoire. Là, les petites incisions vraiment diminuent vraiment cette complication, quoi. Alors, bon, et encore une fois, la chirurgie mini-invasive, hein, c'est quelque chose qui est assez vaste, avec différentes pathologies, différentes chirurgies, mais voilà, si on peut conclure quand même à certains points un petit peu communs, c'est que finalement, l'abord laparoscopique améliore la récupération post-opératoire, quel que soit le type de chirurgie, qu'elle doit être privilégiée dès que possible, car elle diminue les complications post-opératoires dans certaines indications. Mais ce qui est important, c'est la sélection des malades et de la pathologie, et qu'effectivement, on a vu à travers ces différentes études et cette revue de la littérature, penchait plus ou moins en faveur de l'abord laparoscopique en fonction des pathologies, et qu'une des clés quand on veut développer un programme de laparoscopie ou de chirurgie mini-invasive, c'est vraiment de mettre en place ce qui est pathologie bénigne, technologique, qui nécessite plus d'expertise et qui impacte de façon significative le pronostic des malades. Voilà, je vous remercie. C'était un peu long, il y a quelques petites difficultés techniques. Mais voilà, si vous avez des questions, moi ça m'intéressait de savoir si vous faisiez un peu de chirurgie mini-invasive ou pas. Merci beaucoup, docteur Florence, pour cet exposé très, 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 très bénéfique pour nous. Et vous avez été vraiment très brève, concise et précise. Nous vous remercions beaucoup pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Merci beaucoup. Sinon, nous laissons la place à nos participants de pouvoir poser des questions, des préoccupations, s'il y en a, et voilà. Bien que nous avons largement dépassé les temps. Merci. Est-ce que vous faites de la chirurgie mini-invasive un petit peu ou pas? S'il vous plaît. Vous avez l'habitude de la chirurgie mini-invasive? Oui, bon, chez nous ici, non, mais dans quelques centres, en fait, dans quelques hôpitaux de la ville, il y en a, notamment à HJ, oui, voilà, il y a des matériels appropriés pour ça. Par exemple, ils font des chirurgies comme les appendicectomies, ils font par exemple, ça arrive qu'ils fassent en célioscopie ou pas du tout? Pardon? Est-ce que oui, parfois il faut... La célioscopie, oui, la célioscopie, ça va, oui, on le fait. D'accord. Oui, on le fait. Sinon, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Si vous voulez poser une question, vous pouvez soulever la main, vous montrez en fait les icônes de la main, ou soit vous activez votre micro et vous parlez. Les questions, s'il vous plaît. C'est un topo un peu spécifique hein, quand même. Hein. C'est vrai que c'est un peu... je vous ai complètement... Oui. Avec toute cette littérature. Oui, vous avez la parole, monsieur... Comment il s'appelle déjà Docteur, vous avez la parole. Docteur Alissa, vous avez la parole. Docteur Alissa, à vous la parole. Docteur Alissa, vous pouvez réactiver votre micro. Docteur Alissa, vous avez la parole. Oui, merci. J'avais une question. Oui. Apparemment, la connexion est fauchée, mais j'avais une petite question. Oui. Vas-y. Je ne sais pas s'il y a donc les contre-indications par rapport à la chirurgie mini-invasive. Alors,
Globalement, il n'y a pas vraiment de contre-indications, mais il y a des mauvaises indications. Et les mauvaises indications, c'est souvent des tumeurs qui sont, quand on parle de chirurgie oncologique, hein, qui sont des grosses tumeurs à localement avancées pour ce qui est de la chirurgie élective. Et par exemple, comme je disais tout à l'heure dans mon topo, pour ce qui est des urgences, on voit bien que, par exemple, la chirurgie du syndrome occlusif est une chirurgie qui est très peu faite en célioscopie parce qu'elle expose à des difficultés techniques à cause de la distension du grêle. Donc, c'est surtout que il y a des situations où en fait ça n'a pas de sens parce que on n'aura pas de quoi s'exposer, on n'aura pas de quoi faire des explorations abdominales bien. Et après, pour ce qui est des tumeurs localement avancées, c'est toujours pareil, hein. Il y a des centres dans des centres experts. On fait des tumeurs T4 du rectum par laparoscopie, mais ça demande vraiment d'être entraîné et d'avoir une vraie expertise. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de connaître un peu de ça. Enfin, de connaître un peu ces limites à nous de chirurgien celluloscopique et de pas commencer à faire de la chirurgie compliquée d'emblée et de vraiment avoir une learning curve qui soit convenablement menée avant de faire des grosses chirurgies. Et en théorie, par exemple, les tumeurs T4 sont des contre-indications à la chirurgie mini-invasive. Mais encore une fois, dans des centres experts, on repousse un peu les limites, mais parce qu'avec une expertise qui est très différente enfin, qui peut être plus poussée, quoi, en gros. D'accord, merci. Est-ce que avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Docteur Florence, s'il vous plaît, est-ce qu'on a eu à consommer tout votre temps pour les blogs? Comment vous ferez? Là Pour les blogs, vous m'avez dit que vous deviez être blog. Non, mais là j'ai abandonné mon interne, en fait. Donc, oh là là. donc j'espère que ça va. Donc, je vais aller le retrouver. Et puis, bah, j'espère que voilà, ça vous a quand même intéressé. Et puis, vous avez mon mail. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, vous voulez que je vous envoie des articles, bah, n'hésitez pas. D'accord, merci. Voilà, il y a une question. Comment faites-vous assurer en fait l'hémostase? Il y a une question que docteur MT qui a posée. Docteur Njibou, comment vous faites pour assurer l'hémostase? Alors, on a des instruments en fait célioscopiques et même avec des bipolaires et des appareils de thermocoagulation de type ultracision, etc., qui permettent d'assurer l'hémostase. En fait, il y a tout un arsenal d'instruments, si vous voulez, qui permettent de faire l'hémostase. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Njibou, vous êtes satisfait? Oui, il a répondu, merci. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si ça dérange. Oui, d'accord. Présentez-vous. Je suis le docteur Aaron Kondolo. Docteur. Alors, ma question, j'aimerais d'abord dire merci au docteur Lejeune pour la présentation. Ma question, j'aimerais revenir sur le cancer colorectal. Oui. Alors, y a-t-il une différence entre le risque d'occlusion du grêle lorsqu'on fait une laparo et lorsqu'on fait une célioscopie? Alors oui, justement, ce que je vous ai montré une diapo qui rapportait en fait moins de syndrome occlusif du grêle quand on était opéré par célioscopie parce qu'il y a moins de dissection, il y a moins d'adhérence. Donc l'abord célioscopique permet de diminuer les adhérences péropératoires et de diminuer le risque de syndrome occlusif post-opératoire, que ce soit post-opératoire immédiat ou post-opératoire à distance. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je crois que du reste, ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais peut-être vous abandonner. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et puis bon courage. Merci beaucoup, docteur Florence, pour votre
Et voilà, c'est ici que nous mettons en fait fin à cette formation. J'espère que si les autres ont des questions, ils peuvent les envoyer via votre Ah mail. ouais, Merci beaucoup. sans problème. Merci, à Au bientôt. revoir. Bonne soirée. One, two.